bonne vidéo. Voilà. À toi le choix. Et tu me dis quand tu as choisi. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Il te rend d'abord totalement fou. L'église catholique a décidé de boycotter la rencontre organisée par Ferdinand Gongo à la présidence de la République. L'église catholique s'est mise résolument du côté du peuple. Sommes-nous un peuple qui est condamné à l'inaction? Sur quoi qu'il arrive, nous ne sommes qu'en commentaire. Nous ne pouvons jamais bouger en tant que peuple pour quoi que ce soit. Voilà un monsieur qui se sert de la confiance des chrétiens pour abuser de ces chrétiens-là. Et les chrétiens ne peuvent pas se lever pour boycotter. Non, vous devez vous lever pour boycotter. Un peuple, ça bouge. Quand un peuple est face à une situation, il ne s'arrête pas seulement pour pleurer. Il ne s'arrête pas seulement pour dire, waouh, on va alors faire comment? Le type va revenir demain vous faire la messe. Vous faire l'imposition des mains. Ce monsieur va encore venir vous faire l'imposition des mains. Vous donnez la communion. Je vous pose la question. Chrétien du diocèse de Obala, vous allez encore accepter la communion de ce monsieur? Vous allez encore accepter que Monseigneur Bayemi vous fait l'imposition des mains? Vous allez encore aller vous confesser devant lui? Répondez à ces questions-là. Quel type de chrétien peut rester inactif face à une situation pareille? Quel type de chrétien peut rester inactif face à une situation pareille? Pour la moindre chose, incapable de bouger pour l'eau, incapable de bouger pour le courant, incapable de bouger pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire que les gars se tapent 3 ans de OTS, ils passent le bac avec 7 de moyenne, 6. 7, 6 de moyenne, ils passent le bac avec ça. Ils passent le bac avec 6 de moyenne. Les parents ne bougent pas. Un peuple qui se condamne à pleurer, à se plaindre, mais ne cultive pas l'action, est un peuple qui est voué à disparaître. Un peuple inactif, un peuple qui ne s'exprime pas, un peuple étouffé. Un peuple étouffé. Un monsieur, Monseigneur Bayemi, archevêque, vous allez encore aller tendre la langue pour qu'il vous mette la communion avec les mains qui fait la fornication. Le gars dit qu'on lui amène 2 filles. Il prend 2 filles et tout. Ils vont faire tout. Après, les mamans vont encore porter leur cabas, prendre leur régime de plantain, partir leur demander de bénir leurs outils. Ce monsieur va bénir vos chapelets. Et vous devez seulement vous lever, les mamans, les chrétiens, tous les gars de la ville de Bala. Déjà dire que non, le prochain culte, ce monsieur, jamais plus vous ne voulez le voir tant que cette histoire n'est pas mise au clair. Tant que cette histoire n'est pas mise au clair, il ne peut plus bénir les crucifixes. Il ne doit plus bénir les crucifixes. Vous devez, quel crucifix tu vas aller donner à quelqu'un qu'il a pris ce crucifix, qui a béni ça, c'est le pasteur, c'est l'archevêque Sotel Bayemi, un gars qui fait le poron. Je ne comprends pas des choses aussi essentielles, des choses aussi spirituelles devrait attirer votre attention. Mais c'est à ce peuple qui n'est pas capable de se lever pour l'eau, le courant, l'électricité, qui n'a même pas appris à se lever. Même être un peuple qui se lève, c'est par habitude. Ils ont appris à être étouffés. C'est ce peuple-là que vous dites que non, quand on va leur voler leur victoire, papa, ils vont se lever. Non, les enfants, ne vous mentez pas, ne vous trompez pas. Un peuple doit passer à l'action. Quand le peuple se trouve face à un problème de santé morale, à l'échelle du pays, santé spirituelle, les mamans devraient être dehors. En disant, par la voix de Monseigneur Cléda, qu'il est immoral, totalement immoralement concevable d'organiser une élection présidentielle dont on connaît déjà le résultat organisé par un petit groupe de personnes. Même à cause de ça, le Seigneur va vous confondre.
scandale sexuel au sein de la police camerounaise n'a pas encore livré tous ses secrets. Depuis plusieurs jours, le peuple camerounais est témoin d'une déferlante d'images, toutes plus explicites les unes que les autres, filmées dans un endroit censé incarner l'autorité et la discipline, un bureau officiel de la Direction générale de la Sûreté nationale. Mais derrière ces vidéos, il n'y a pas que du sexe. Il y a un jeu d'influence, de pouvoir, et peut-être une manipulation. La jeune policière que tout le monde montre du doigt, Christelle Eboa, savait qu'elle était filmée. Ses gestes, ses attitudes, son regard face à la caméra ne trompent pas, elle joue un rôle. Un rôle qu'on pourrait comparer à celui d'une actrice de film pour adultes. Pourtant, aujourd'hui, cette même femme serait hospitalisée, victime d'un choc émotionnel, d'un traumatisme soudain, après avoir vu ces vidéos se propager sur la toile. Mais la question qui dérange, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ce choc soudain alors que l'acte lui-même était prémédité, scénarisé, presque chorégraphié devant l'objectif? Qui bénéficie de cette posture de victime et qui cherche à brouiller les pistes en transformant une actrice consciente en symbole d'oppression? Parce que dans ce scandale, la frontière entre le bourreau et la victime est plus floue que jamais. La réalité est cruelle, mais il faut la regarder en face. Ces vidéos n'ont pas été filmées en cachette. Ce n'est pas une caméra espion dissimulée dans un coin de mur qui a surpris ses agents en pleine intimité. Non, c'est un téléphone tenu à bout de bras en plein bureau de police avec des femmes en uniforme qui posent, qui agissent, qui participent. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme un scandale inattendu ressemble de plus en plus à une mise en scène volontaire. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas qu'ils l'aient fait, c'est qu'ils aient osé le faire dans le temple même de l'autorité publique, sous l'œil d'une hiérarchie silencieuse. Mais alors, pourquoi cette hospitalisation? Pourquoi cette stratégie de la victime qui ne savait pas? Il y a ici un parfum de diversion, une tentative de retourner l'opinion publique. Le Cameroun a déjà vu ce genre de scénario, on joue la carte de la faiblesse pour échapper à la responsabilité. On se cache derrière le choc émotionnel pour éviter les questions qui fâchent. Qui a organisé ces tournages? Qui a donné l'ordre de diffuser ces vidéos au bon moment? Car il n'y a pas de scandale spontané. Il n'y a que des scandales qui explosent quand quelqu'un décide d'appuyer sur envoyer. Et dans cette affaire, il ne faut pas être naïf. Ce ne sont pas des erreurs individuelles isolées. C'est un système pourri qui explose en direct. Une institution qui couvre, protège, puis lâche ses propres agents dès que le public s'enflamme. On suspend, on arrête, on garde à vue. Mais qui, en haut, répond de cette décadence? Le commissaire Josué Osomo, dont le téléphone a servi à filmer, est sous enquête, oui. Mais croit-on réellement qu'un cadre de ce niveau se risquerait à une telle exhibition sans garantie de protection? Le véritable scandale n'est pas dans les vidéos. Il est dans l'hypocrisie de ceux qui feignent aujourd'hui de découvrir l'indignité qu'ils ont eux-mêmes nourrie. Depuis des années, les couloirs des commissariats sont le théâtre d'abus de pouvoir, de petits arrangements entre supérieurs et subalternes, d'échanges de faveurs où la morale n'a jamais eu sa place. Ce que les Camerounais voient aujourd'hui, ce n'est pas un dérapage exceptionnel. C'est un aperçu brutal d'un système qui a toujours fonctionné dans l'ombre. Mais cette fois, la machine s'est enrayée. Les vidéos ont fuité, non pas par accident, mais parce qu'elles servaient un agenda. Peut-être une vengeance, peut-être une guerre interne de clans au sein de la police, peut-être même un coup monté pour sacrifier quelques têtes et donner l'illusion d'un nettoyage. Mais en réalité, personne ne tombe sans y avoir été poussé. Et dans cette affaire, la policière hospitalisée n'est peut-être qu'un pion dans une partie d'échecs où les vrais joueurs restent invisibles. Alors oui, il est possible qu'elle soit aujourd'hui sous le choc. Mais pas seulement à cause de l'humiliation publique. Ce choc pourrait bien être celui d'un retournement de situation qu'elle n'avait pas anticipé. D'un plan qui devait rester discret et qui a échappé à tout contrôle. Car dans ce genre de jeu, on pense toujours être du bon côté, jusqu'au moment où l'on devient le bouc émissaire. Et c'est là que le peuple doit ouvrir les yeux. Car pendant qu'on focalise l'attention sur une femme à l'hôpital, pendant qu'on pleure sur les conséquences émotionnelles, les vrais architectes de ce scandale préparent déjà leur sortie par la grande porte. Ils savent que l'opinion publique a la mémoire courte. Ils savent qu'un scandale chasse l'autre. Alors ils laissent la colère se dissiper, ils offrent quelques sacrifices aux réseaux sociaux, et ils s'assurent que personne ne remonte plus haut dans la chaîne de responsabilité. Mais cette fois, cela ne doit pas se passer ainsi. Ce n'est pas seulement la dignité d'une policière ou l'image de la DGSN qui est en jeu, c'est la crédibilité de tout un État. C'est la confiance du peuple envers ses institutions. Car si les policiers eux-mêmes transforment leur bureau en plateau de tournage obscène, comment le citoyen lambda peut-il encore croire à l'autorité de l'uniforme? Comment peut-il respecter des forces de l'ordre qui ont fait de la débauche un rituel bureaucratique? Le scandale des sextapes est donc une alerte. Une alerte sur l'état de décomposition morale d'un système qui préfère punir les apparences que soigner les causes. Suspendre quelques agents n'est qu'une rustine sur une plaie infectée. Ce qu'il faut, c'est une purge en profondeur. Une réforme qui impose des codes éthiques stricts et une transparence absolue dans le fonctionnement des services de sécurité. Sans cela, d'autres vidéos sortiront, d'autres scandales éclateront, et la confiance du peuple sombrera définitivement dans le mépris et la dérision. Et pourtant, malgré l'ampleur de ce scandale, un silence complice s'installe peu à peu dans les hautes sphères. Comme si l'affaire devait se dégonfler d'elle-même, étouffée sous le poids des nouvelles distractions médiatiques. Mais la population, elle, n'oublie pas. Chaque partage de ces vidéos est une gifle supplémentaire à la face d'une institution qui aurait dû protéger l'honneur de ses agents. Chaque vue, chaque commentaire sarcastique est un rappel cruel de la faillite morale de ceux qui nous gouvernent. Il ne s'agit plus seulement de juger les protagonistes visibles de cette affaire. Il faut remonter la chaîne de commandement et poser les questions qui dérangent. Comment un téléphone personnel a-t-il pu capturer ces scènes sans que personne ne réagisse? Qui a laissé faire? Qui a couvert? Et surtout, qui a profité de cette exposition pour régler des comptes internes ou manipuler l'opinion? Car si la policière hospitalisée joue aujourd'hui la carte de la victime, il n'est pas interdit de penser que cette posture soit une stratégie réfléchie, un rideau de fumée destiné à détourner l'attention des véritables instigateurs. Ce scandale révèle une vérité bien plus dérangeante. La police camerounaise n'est pas seulement gangrenée par des pratiques immorales, elle est aussi devenue un outil de manipulation, où chaque individu peut être utilisé, broyé, sacrifié pour servir les intérêts des puissants. Et tant que personne n'aura le courage d'affronter cette réalité, le Cameroun restera prisonnier de ses propres compromissions. Ce scandale n'est pas un accident de parcours. C'est le symptôme d'une gangrène qui a trop longtemps été ignorée. Et aujourd'hui, le peuple camerounais assiste, impuissant, à la mise en scène d'un scénario qu'il connaît par cœur, la victime exhibée en vitrine, les responsables tapis dans l'ombre, et l'institution qui joue la carte de l'innocence bafouée. Mais jusqu'à quand cette mascarade tiendra-t-elle, loin des caméras? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une opération de diversion parfaitement orchestrée. On met en avant une policière dénudée, on agite l'opinion publique avec des images choquantes, mais on évite soigneusement de poser les vraies questions sur le système qui a permis ces dérives. Et pendant que le peuple débat sur la moralité d'une femme, les véritables stratèges de cette crise réajustent déjà leur plan de communication pour s'en sortir sans égratignure. Le Cameroun n'a pas besoin d'un énième scandale vidé de son sens par les jeux de manipulation. Il a besoin d'une prise de conscience collective.
Car si le peuple accepte cette version des faits, celle d'une policière naïve et d'un commissariat surpris par la tournure des événements, alors le cycle des scandales sans conséquence continuera. D'autres Christelle et Boa surgiront, d'autres vidéos filtreront, et l'indignation populaire deviendra un simple bruit de fond, sans effet sur les structures corrompues. Il faut comprendre que dans ce genre d'affaires, il n'y a jamais de hasard. Chaque fuite est planifiée, chaque image qui circule sert un objectif caché. Ce que nous voyons, c'est le produit d'un calcul. Et ceux qui pleurent aujourd'hui sur le sort de la policière hospitalisée sont peut-être les mêmes qui l'ont envoyée au front, consciemment ou inconsciemment. Envoyez cette vidéo en Congo. Même à cause seulement de cette parole de Monseigneur Cléda, le Seigneur va vous confondre et va vous exposer aux yeux du monde. Vous serez exposé aux yeux du monde. Mr. Ngongo, Chantal, bien tout le reste. Vous serez exposé. Je vais vous expliquer pourquoi vous serez exposé. Pendant que l'Église catholique dit non à la forfaiture organisée à la présidence et tout, Ngongo pénètre à l'intérieur de l'Église catholique comme il a pénétré dans l'opposition. Dans ce cas précis, j'ai quand même vu des éléments matériels, des éléments factuels et un ensemble de commentaires. Bien entendu, il s'agit d'un scandale. Il s'agit d'un scandale parce que la situation exprimée dans ces vidéos est en rupture avec la morale générale et avec la morale publique. La police est une institution capitale pour toute société. Elle est évidemment pour la République du Cameroun. Et en raison de ses fonctions, elle doit refléter un niveau certain de moralité. Il n'est donc pas normal que des agents et des cadres de cette institution se trouvent engagés dans ce type de situation en rupture complète avec la déontologie de leur corps et en rupture complète avec non seulement la morale collective, mais même avec la loi. Professeur, est-ce qu'on devrait comprendre ce qui a été rendu public il y a quelques jours à travers les réseaux sociaux? En fait, ça se passe dans presque tous les bureaux au Cameroun. Ne rentrons pas non plus dans le soupçon généralisé. Il ne faut pas non plus faire croire. Parce que vous avez un bureau? Bon, j'ai un bureau. Que voulez-vous laisser entendre? À la une de ce journal, pénurie d'oxygène dans les formations sanitaires au Cameroun, la société civile tire la sonnette d'alarme. Alors que cette pénurie a déjà coûté la vie à de nombreux patients à travers le pays, une marche de sensibilisation a été organisée à Yaoundé pour alerter l'opinion et inciter l'État à instaurer une journée nationale de dons d'oxygène. J'ai dit merci au gouvernement pour le travail qu'ils ont fait. Déjà, ils m'ont ramené les 4 autres enfants et je les demande une fois de plus de me ramener le corps de mon enfant. Parce que c'est le corps, je veux faire le dé de mon enfant. Parce que c'est pas un pauvre citoyen qu'on va pouvoir abandonner son corps. Il sait que l'armée camerounaise est capable de faire beaucoup de choses pour ce genre de choses. Et alors que la polémique enfle, au sujet du coup de cœur initié par un lanceur d'alerte, Annie-Florentine Ga tient à faire une précision, s'agissant du cas particulier de Issa Chiroma Bakari. Le ministre Issa Chiroma me fait un dépôt en me disant que c'est juste un accompagnement, madame, pour vous soutenir dans l'épreuve. C'est pas que c'est quelque chose que je vous donne pour aller payer. Non, je vous soutiens juste parce qu'on ne sait jamais. Peut-être les enfants peuvent être libérés et vous allez utiliser cet argent comme un moyen de transport et tout et tout. Donc c'est de là que moi je me sers de cet argent, comme ils me mettaient déjà la pression qu'ils allaient finir avec le dernier. Bonjour. Les récents événements tragiques survenus sur l'axe Kousséri-Maroua, sur l'enlèvement de passagers parmi lesquels de jeunes enfants, ont replongé la nation camerounaise entière dans l'horreur des méthodes barbares du terrorisme. Ces actes criminels qui ciblent aveuglément des familles innocentes ne sont pas de simples incidents. Ils constituent une attaque frontale contre la stabilité, la sécurité et même la souveraineté de notre pays, le Cameroun. Dès l'annonce du rapt, il est important de le souligner, contrairement à un certain discours qui a proliféré sur les réseaux sociaux, la réaction de l'État a été immédiate et exemplaire. Sur très haute instruction du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, des directives précises ont été transmises par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, aux différents corps compétents, notamment le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, CED, le délégué général à la Sûreté nationale, DGSN, et en dernier ressort, le ministre de l'administration territoriale. Une fois ces instructions transmises, cette chaîne de commandement républicaine a permis une riposte militaire et sécuritaire d'envergure. Le bataillon d'intervention rapide, le BIR, la gendarmerie nationale et les autres forces déployées sur le terrain ont mené des opérations jusqu'en territoire nigérian, démontrant ainsi la détermination et la capacité de notre pays à protéger ses concitoyens, ses citoyens, au-delà de ses frontières. Il est important de le souligner parce que je vois beaucoup de discours et beaucoup d'amalgames. Résultat donc, la libération de la majorité des otages, parmi lesquels les 10 enfants capturés, aujourd'hui sains et saufs, sous la protection du ministère de la Défense. Hélas, il est important de le souligner, le Cameroun pleure néanmoins une victime, un enfant lâchement assassiné par ces terroristes. Si l'État a donc assumé ses responsabilités avec efficacité et discrétion, contrairement à ce que certains ont voulu que l'État communique sur les mesures prises, certains comportements observés sur les réseaux sociaux interpellent néanmoins.
Dans un contexte aussi sensible, des individus parfois relayés par des journalistes issus de médias réputés sérieux ont cru opportun de lancer des collectes publiques de fonds pour financer une rançon. De tels agissements, il est important de le relever, ne relèvent pas seulement de l'irresponsabilité morale. Ils constituent une complicité indirecte avec les terroristes. Encourager le versement de rançon, c'est alimenter le marché macabre des preneurs d'otages et fragiliser la sécurité nationale. Ces comportements devraient d'ailleurs être sanctionnés devant les juridictions compétentes de notre pays au même titre que tout appui direct ou indirect au terrorisme. Et j'en veux pour preuve le comportement de l'ancien ministre Issa Tiroma Bakari, personnalité politique bien connue, candidat à l'élection présidentielle, qui s'est tristement illustré dans cette affaire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Quand j'écoute le reportage de cette dame, j'ai encore 2 fois honte d'être camerounais. J'ai tellement honte parce que je sais que c'est dans votre cœur sec, votre incapacité à reconnaître même votre frère camerounais qui a pris de la peine pour vous. Le Camerounais, non, vous êtes condamné à disparaître. Vous êtes condamné à disparaître. Le mal qu'il y a dans le cœur et dans le corps des Camerounais est un mal qui doit venir du ciel. C'est une super malédiction. Les gars, vous devez vous soigner. Vous devez vous soigner. Il faut qu'on trouve un moyen pour soigner la nation camerounaise. Cette dame, Madame Ga, que vous voyez ici là, la personne qui a fait qu'on sache que ses enfants ont été kidnappés, c'est Zimanto. La première personne chez qui elle est partie pleurer. Il y avait bien le pays là. La mère camerounaise a été là. Tous ces gens étaient là. La première personne chez qui elle est partie pleurer, qu'on a su que ses enfants avaient été enlevés, c'est Zimanto. La personne qui a mobilisé le Cameroun, l'a mobilisé les forces, il s'est battu. C'est toujours le même Zimanto. Elle est incapable de prononcer le nom de Zimanto avec sa bouche. Vous vivez dans le mensonge. Vous vivez dans le pur mensonge. Vous travestissez la vérité pour votre survie. Vous n'avez aucune énergie positive. Vous êtes des pleurnichards et vous avez de la haine. Même quand vous êtes pauvre, vous avez toujours de la haine. Parce que vous n'avez pas d'amour dans le cœur. L'absence de vérité, la manipulation s'assujettit pour les riches. Elle n'arrive même pas à remercier le peuple camerounais qui s'est mobilisé.